Akimer, Bonjour. ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait une vidéo. Effectivement, ça fait un bon temps parce que tout simplement c'est que on travaille sur pas mal de choses en même temps. Beaucoup de boulot. Énormément de boulot et puis un petit compte rendu d'un an et demi de plaidoirie sur tous les tribunaux de France. Ouais, tu as beaucoup voyagé. Oui. À travers la France. Exactement. Avec le syndicat Thales. Avec actuellement le syndicat Thales, c'est grâce aux adhérents. Grâce aux adhérents, bien sûr. Être soutenu des adhérents. Alors tout d'abord, meilleurs vœux pour cette Merci. année 2018. Merci, vous aussi, meilleurs vœux pour cette année 2018, qu'elle soit sereine. Mais un meilleur vœu de santé aussi, c'est vraiment important qu'on combat pour notre santé, pour notre liberté à choisir notre protection sociale. C'est le cas de le dire. Bonne année à tous. Bonne année Alors, à tous. on voulait faire un petit point, peu sur le RSI, tout à fait. Sur ce qu'il en est à travers de nombreuses investigations que tu as réalisées. Est-ce que tu peux nous faire un petit point là actuellement sur toutes les nouveautés, toutes ces informations de ce fabuleux RSI? Alors il y a plusieurs points qui sont juste qu'un parallèle de ce qu'il y a à peu près sur les autres caisses. Le premier point, c'est que grâce à ce travail d'investigation, dans la dernière vidéo, je vous avais dit que le RSI était constitué par un groupement d'intérêt économique. Maintenant, on va aller plus en détail dans ce groupement d'intérêt économique. Alors, au tout début, en 2005, je dirais même en 2003, l'organique et la Cancava ont commencé à faire un petit résumé, c'est-à-dire à faire un petit compte-rendu et une comptabilité générale des actifs et du passif de ces mutuelles, parce que elles ont été créées par un décret, le décret 77-930, pour lequel il est bien stipulé dans l'article 3 de ce décret-là qu'ils sont régis et sont constitués par le Code de la mutualité. Donc c'est bien l'organique et la Cancava, ce sont bien des mutuelles. Donc c'est bien des mutuelles. Effectivement. Le RSI est en fait une fusion de deux mutuelles. Actuellement, oui, de deux mutuelles. Donc ces deux mutuelles ont fusionné donc, en créant un groupement d'intérêt économique, le GIE, pour lequel ils se sont inscrits au tribunal de commerce. C'est important de le signaler parce que nous avons les actes qui le montrent. Alors, oui. C'est ça, le travail d'investigation, c'est que vous avez été dans un travail d'investigation jusqu'à trouver des documents qui sont très compliqués à trouver, qui demandent un travail monumental, je dirais même parfois jusqu'à même du bluff de temps en temps, tellement que c'est très opaque tout ça. Exactement. Et vous êtes tombé sur ces documents qui prouvent que elles sont régies par le Code de la mutualité. Exactement. Non seulement elles sont régies par le Code de la mutualité, mais pire encore, c'est que ce groupement d'intérêt économique, il est clair. Dans ses statuts, il est indiqué qu'il est régi par le Code du commerce. Vous avez bien entendu. C'est que dans les statuts du RSI, les vrais statuts, celles qui ont été déposés réellement au tribunal de commerce, il est bien mentionné dans son article 1 qu'il est régi par le Code du commerce. Donc, c'est bien à titre commercial que le RSI s'est constitué. Non seulement il est régi par le Code du commerce, mais en même temps, ce sont la fusion de deux caisses, donc l'association de l'organique et de la Cancava. Vous avez eu dans la première vidéo un récapitulatif des personnes qui, un numéro de tiré des personnes qui avaient régi ce groupement d'intérêt économique, dont Gérard Quévillon qui nous a quittés, et d'ailleurs qui doit peut-être rendre des comptes en ce moment, avec éventuellement le suprême, et Louis Grassi, qui faisait partie de cet organisme que je considère pour moi un organisme criminel. Oui. Un organisme de criminel de droit privé, c'est important de souligner, de droit privé. C'est ça, c'est qu'on sort un petit peu de ce carcan un petit peu
régime obligatoire, régi par un statut public légal. On est très très loin de ça, en fait. Très très loin. Alors, tout à fait, il faut bien scinder deux choses. On a nos très chers vendus députés, ces incapables, incapables volontaires, hein, qui comment dirais-je, ont créé des lois, des ordonnances et des décrets pour justement créer cette caisse au niveau administratif, au niveau législatif. Et le côté législatif, donc, et sur le terrain, nous pouvons constater qu'il devait créer du côté administratif, mais plus du côté administrateur des caisses, la Constitution. Donc on a un côté législatif et un côté réalité des choses, des faits. Donc dans la Constitution de la caisse. Dans sa Constitution de la caisse, nous avons trouvé donc plusieurs formulaires, hein, et plusieurs ordonnances. Les formulaires, c'est les formulaires d'inscription d'une société, donc d'un groupement d'intérêt économique. Voilà. Fondement d'une société. Fondement d'une société, hein, voilà. Donc, elle a la forme d'un groupement d'intérêt économique, et avec les différents administrateurs, donc on ne sait même pas comment ils ont été élus. Mais en même temps, nous avons aussi un procès-verbal d'une réunion du 24 mars 2006 qui dit bien que pour se constituer, donc il faut un petit peu plus de temps et qu'elle serait effective à partir, donc le RSI serait effectif à partir du 1er janvier 2008. Et nous avons aussi un décret qui en découle de ce procès-verbal, de cette assemblée générale du groupement d'intérêt économique, donc de l'organique et de la CONCOVA, donc ces deux organismes-là. Donc ce décret dit bien que le RSI sera effectif à partir du 1er janvier 2008. Bon. En partant de cela, nous voyons bien, et nous faisons bien le parallèle, et tous sont concorde, c'est-à-dire le côté administratif et le côté législatif. Tout se concorde. Et lorsqu'on regarde dans les statuts de ce groupement d'intérêt économique, il est bien mentionné, conformément à l'ordonnance du 8 décembre 2005, tous les immeubles, les dettes de l'organique et la CONCAVA qui sont fusionnées, tous les immeubles et le personnel, sera transféré à l'interlocuteur unique. C'est-à-dire le RSI. C'est-à-dire le RSI. Par conséquent, même s'il y a un changement dans un groupement d'intérêt économique, même s'il y a un changement de personnalité morale, il n'est pas, ça c'est la loi qui le dit, hein, c'est le Code du commerce qui le dit, il n'est pas utile de réinscrire ce nouveau interlocuteur. Il prend de fait, le RSI prend le fait que c'est lui le patron, c'est-à-dire c'est lui l'interlocuteur unique. Ça, nous avons la pièce matérielle qui le prouve. Qu'on mettra sur la vidéo. On mettra sur la vidéo pour nos adhérents dans un premier temps. Etc. Voilà, parce que tout ce travail d'investigation, nous le devons aussi grâce au soutien de nos adhérents et ceux qui nous soutiennent, que ce soit presque tout. Absolument rien à la situation des indépendants en France. Voilà. C'est ça qu'on est en train de dire aujourd'hui en 2018. En 2018, aujourd'hui, la disparition du RSI, si on comprend ce que tu dis, ne change absolument rien à la situation. Voilà, c'est le même cas de figure. D'autant plus que les indépendants payent toujours 50% de leur, 50%, voire le double, voire même le double de leur chiffre d'affaires et doivent les donner. Donc que ce soit le RSI ou l'URSSAF qui collecte cet argent, voilà, ou qui met en demeure, ça change absolument rien. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc dans tous les cas de figure, il est évident que dans tous ces cas de figure-là, la politique continue, d'asservissement, elle continue. Et donc le combat de Thalès est toujours le même. Et ce sera toujours le même, il sera inchangé. Et nous prenons la liberté de la protection sociale. Donc cela veut dire que nous contesterons les caisses, hein, quel qu'il en soit. Si une caisse qui est légitime, pas qu'il l'approuve, parce qu'aujourd'hui,
au regard des documents qu'on a, ben, certains juges radient les affaires parce que la Caisse ne veut pas vraiment jouer le jeu. Les caisses ne souhaitent pas nous donner des éléments pour conclure définitivement. Donc ça, c'est quand même le récapitulatif de pendant 1 an et demi de plaidoirie. Il y a des juges qui sont compréhensifs, ça c'est indéniable, qui sont compréhensifs, mais qui continuent à soit nous condamner, soit à dire effectivement la Caisse ne souhaite pas nous donner certains types d'éléments qu'on demande. Donc on ne peut pas suivre l'affaire, donc on la radie. On la radie. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que là tu es un petit peu en train de nous dire que les juges font face à une situation ambivalente entre ce que disent les textes législatifs et les choix politiques qui sont faits par nos dirigeants et qui sont un petit peu en confrontation ou ambivalents. On peut prouver législativement qu'il y a beaucoup de problèmes dans la création du RSI, mais les juges, par les choix politiques, ne veulent pas statuer, en fait. C'est ça que tu es un petit peu en train de nous dire. C'est beaucoup plus... Enfin, si tu veux un résumé vis-à-vis de ça, je vais être très 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 clair. Il n'y a pas de choix politique, il y a des choix financiers. C'est-à-dire, quand je dis financier, je dis il y a des choix volontaires des banques et des mutuelles. C'est les banques, c'est ces lobbies des banques et des mutuelles et d'assureurs qui dictent la politique de nos élus. C'est clair, net et précis. Et on peut le voir à travers les différents documents. On peut le voir, par exemple, on prend par exemple un exemple, les ophtalmos, ils sont contraints des fois à souscrire telle ou telle monture ou tel traitement au motif que les mutuelles le remboursent mieux tel ou tel traitement, car il y a du haut rendement pour, par exemple, cette monture ou ce traitement. C'est du haut rendement. C'est-à-dire que... ça va plus loin que la politique, ça va plus loin. C'est financier totalement. En fait. Exactement, ça va vraiment plus loin. Ça, c'est ne serait-ce que par exemple sur les ophtalmos. C'est pareil pour les médecins, c'est pareil pour ne serait-ce que les maisons médicales. On parle de désert médical, non. Les déserts médicales ont été voulus par ces assurances, ces banques et ces entreprises, c'est clair, ces entreprises privées, de ton privé, ils créent des maisons médicaux, donc des maisons médicales, sur tout international, pour rendre les médecins salariés. Aujourd'hui, la politique de la France, c'est rendre tous les entrepreneurs salariés de la France, c'est-à-dire salariés de ces entreprises, de ces assurances, de ces banques et de ces mutuelles. Donc, ça c'est une évidence, la preuve. La preuve, c'est que ça réconforte ce que je dis, c'est qu'un indépendant a créé en 1948, après la Seconde Guerre mondiale, même avant, a été soumis à la loi du 1er avril 1881. Bon. Ce sont ces fameuses, c'est la fameuse loi de secours mutuel, qui sont ni plus ni moins que des associations de prévoyance. Ça, c'est la loi qui le dit, c'est pas moi. Des associations. C'est des associations de prévoyance. Donc, ces associations de prévoyance, donc URSSAF et tout le reste, Carpinco, CARSDEF, la CARMF, ce sont des associations de prévoyance. Il est évident que ce sont des associations de prévoyance, c'est marqué dans les textes. Donc, aucun but lucratif, quelque part, dans leur première fonction. Prétendus, ils sont là, non, ils sont là justement, ils sont là pour générer de la finance. Et d'ailleurs, c'est avec ça qu'ils peuvent acheter des entreprises, c'est ça qu'ils peuvent acheter aussi des immeubles. Et vous allez voir que c'est des groupements, ces entreprises-là créent on appelle ça des intérêts financiers, enfin des entreprises non commerciales, mais des entreprises financières. Justement, ces caisses-là injectent de l'argent dans ces entreprises-là pour justement, acquérir des biens. Donc il y a une volonté financière là-dedans. Bon. Et c'est exactement la même chose pour toutes les caisses. Donc c'est exactement la même chose pour toutes les caisses. Ce sont des lobbies qui dictent les lois à nos gouvernements. C'est aussi simple que ça. Tant que ça marche,
Tant que la France n'a pas été condamnée avec des lourdes peines, ça ne changera. Ça ne changera pas. Donc nous, dans notre combat, nous allons jusqu'à la Commission, et d'ailleurs, nous sommes partis cet été à la Commission européenne pour avoir pas mal d'informations. Nous avons constaté plusieurs irrégularités du fait qu'il y a une violation de notre vie privée. Comment se fait-il que les caisses ont nos informations sans même s'inscrire quelque part? Donc, il y a une délation volontaire, par exemple, du tribunal de commerce, qui transfère tous nos documents, toutes nos informations contre notre gré à différents organismes. C'est vrai, c'est vrai. Donc il y a une violation. On s'en rend compte quand on crée une entreprise. Voilà. On va avoir un bureau et toute l'information. La France entière est au courant que vous venez de créer une entreprise. Même des entreprises privées d'ailleurs. Des entreprises privées. Les métros, les offices dépôts. Voilà. Donc tout ça, il y a une violation de la vie privée. De quel droit une entreprise privée comme l'URSSAF ou le RSI ou la CARINF puisse avoir ces informations au motif que c'est un régime légal. Il n'y a rien de légal dans tout ça. Il n'y a rien de légal dans tout ça, donc on va attaquer à la Cour européenne des droits de l'homme la violation de la vie privée, parce qu'il y a une violation. Ça, c'est la première des choses, une transmission des fichiers. Alors, on dit à nos adhérents de ne pas transmettre nos fichiers à tous ces organismes lorsqu'on s'inscrit au tribunal de commerce. Ça, on va justement au tribunal de commerce et on ne va pas sur l'entrepreneur.fr, sur CFE, sur les sites internet. On va au tribunal et on va chercher le formulaire de création et c'est tout. Voilà. Et si on le refuse, on dit non, nous ne souhaitons pas s'inscrire sur internet, nous souhaitons s'inscrire sur un registre papier pour comme ça on puisse mettre cet intitulé. Nous ne souhaitons pas divulguer ces informations à un tiers, au risque à tout tiers, hein, entre parenthèses, l'URSSAF, Carpinco, la CADES, et même les entreprises privées aujourd'hui commerciales. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est aussi un choix, c'est notre choix, et on le marque lorsque l'entrepreneur souhaite s'enregistrer à un tribunal de commerce ou à la chambre des métiers. Si son tribunal de commerce et cette chambre de métiers violent la volonté de ne pas divulguer nos informations, parce qu'on a déjà une assurance, une caisse de sécurité sociale, par conséquent, ils auront des comptes à rendre et au plus haut, c'est-à-dire à la Cour européenne des droits de l'homme, même si on subodore que cette Cour est quand même partiale et arbitraire. On l'a vu, ne serait-ce que dans les différents dépôts de plainte. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment le choix que d'aller au-dessus. Aller voir plus haut que les lois françaises, parce qu'aujourd'hui, le combat, si on s'arrête en France, c'est quelque part un peu perdu d'avance. Écoutez, pour l'instant, ce qui va se passer, c'est que là, nous allons en cours d'appel. Nous allons en cours d'appel pour pas mal de nos adhérents. Nous allons montrer et nous allons démontrer que les faits, c'est-à-dire les preuves qu'on a, que c'est bien une entreprise privée, c'est du ressort du tribunal de grande instance, c'est du ressort aussi du tribunal de commerce, et on verra les décisions de cour d'appel. Et ce qui est important de dire justement, c'est que même si aujourd'hui on attaquait principalement le RSI, en 2018, on attaquera l'URSSAF. Tout à fait, parce que ça change absolument rien. L'URSSAF a pris l'actif et le passif du RSI. Par conséquent, l'URSSAF a pour obligation de justifier comment le RSI a été composé, a été constitué, comment le transfert d'argent a été fait, comment les achats d'immeubles ont été faits. Ils doivent se justifier, ils l'ont pris. Oui. Donc, c'est pas si vous pensez que le RSI, c'est pas le RSI, le fait qu'il a été supprimé, tout est prescrit. Pas du tout. La preuve, c'est ce qu'on est en train de dire. Au contraire, c'est que le RSI, malgré qu'il a été supprimé, on vous demandera les caisses, l'URSSAF et tout le reste. On n'a jamais signé de contrat, on n'a jamais ils n'ont jamais eu un appel d'offres. Donc ce sont des entreprises privées. En plus, l'URSSAF, ça veut bien dire l'Union des recouvrements. D'accord? Donc l'Union nationale de recouvrement de caisses de sécurité sociale et d'allocation familiale, donc ils sont là pour recouvrir. Donc en face de nous, l'URSSAF, c'est une boîte de recouvrement. Comme une boîte,
comme une boîte de recouvrement. C'est une entreprise privée, comme tous les entreprises tout à fait. Conglomérats d'huissiers ou les entreprises, celui qui ne paye pas sa facture de téléphone, voilà, exactement. Il y a une entreprise, une boîte de recouvrement qui essaie de récupérer la somme due ou pas. Tout à fait. Voilà. Donc l'URSSAF n'est qu'une boîte de recouvrement. Elle est là pour recouvrir. Et c'est une boîte de recouvrement sans appel d'offres, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas d'appel d'offres. Donc là, il y a un délit de favoritisme. Alors, justement, en 2018, quelle va être la feuille de route de Thales avec tous ces changements, etc. On a peut-être besoin, justement, de faire un petit point sur l'année qui va arriver, et peut-être même les années suivantes. Quelle va être la feuille de route? La feuille de route, alors, ça va être très simple. Hein. La feuille de route, c'est... Nous avons déjà relevé pas mal de violations de droit. D'accord? Pas mal d'irrégularités. Il y a aussi M. Reichmann qui est aussi dans son combat, qui relève aussi des violations de droit. Voilà, cet homme, ça fait à peu près 20 ans qu'il combat, et en 20 ans, nous pouvons aussi constater que malgré ces alertes incessantes, ses communications, son pouvoir aussi politique, hein, parce que ne faut pas oublier que M. Reichmann s'est lancé dans la politique et que en même temps c'est l'un des premiers qui promouvoit ce mouvement-là au niveau politique maintenant, dans la sphère politique. Hein. Donc c'est aussi important qu'il puisse, aussi aider. Il a beaucoup œuvré, c'est le seul qui a œuvré au tout début. On va essayer, parce qu'on va essayer aussi d'apporter des réponses à nos interrogations, parce qu'on reste toujours dans l'interrogatif sur certaines choses. Mais cette année, c'est une année d'expérience sur pas mal de contre-attaques des caisses. Quand je parle de contre-attaque, c'est qu'on peut constater que forcément, ils nous envoient, par exemple, lorsqu'ils continuent incessamment, nous envoient des mises en demeure ou des contraintes, on nous dit que la seule issue, c'est le tribunal de la sécurité sociale. Bon. Et bien moi, je ne suis pas du tout d'accord. Depuis l'année dernière, je commence à saisir les différents tribunaux de notre choix, parce que j'estime que, étant donné que c'est une entreprise privée, ben oui. Donc on a prouvé que c'est des GIE. C'est des GIE et d'autres caisses, hein. Donc si ce sont des entreprises privées, je ne vois pas pourquoi nous allons dans leur sens en disant on doit suspendre la condamnation, enfin on doit suspendre la cotisation au motif qu'on doit saisir le tribunal de la sécurité sociale. Non, moi je viens de saisir le tribunal de commerce, je viens de saisir le tribunal de grande instance parce que j'estime que le tribunal de grande instance et le tribunal de commerce ont la capacité de juger. De juger, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ils ont la Donc là, ce que tu es en train de dire, c'est que les adhérents de Thales, maintenant, à partir de 2018, ne vont plus attaquer la sécurité sociale au tribunal de commerce, seulement au tribunal de la sécurité sociale, mais vont attaquer à chaque fois, 3 fois, voilà. Au tribunal de grande instance, voilà, et au tribunal de commerce, pour chaque plainte de chaque adhérent, voilà, lorsqu'il reçoit une mise en demeure. Voilà. Donc ça, on donnera toutes les directives vis-à-vis de ça. On va attendre un retour, on verra comment et pourquoi le tribunal de commerce n'est pas compétent ou il est compétent. Ouais. Pareil pour le tribunal de grande instance. Donc dans tous les cas de figure. Je pense aussi qu'en 2018, il va y avoir beaucoup de décisions en cours d'appel. Oui, beaucoup de décisions en cours d'appel. C'est très important. C'est très important. Et même, il y aura aussi des décisions de cour de cassation. Donc j'en attends une au milieu de cette année, de cour de cassation, qui me transférera directement en cour européenne. Donc au niveau européen, nous avons vu les commissions, nous avons vu pas mal, comment dirais-je,
pas mal de, comment dirais-je, de députés européens, si on peut appeler ça ainsi, de représentants européens dans les commissions. Nous avons quand même pas mal de contacts aux commissions européennes, et pas n'importe lesquelles, qui va nous permettre par la suite comment dirais-je, de préparer les différentes plaintes, parce que il faut savoir que cette année, nous n'allons pas que porter plainte pour le non-respect des directives européennes, mais non seulement il y a le non-respect des directives européennes, il y a un monopole. Violation de la vie privée. Voilà, violation de la vie privée, donc ça fait déjà 3 plaintes. il y a, comme dirais-je, il faudrait qu'il y ait aussi les différentes plaintes devant le tribunal administratif pour mettre au piquet les préfets qui, lorsqu'ils signent, approuvent des arrêtés d'approbation et que dans ces statuts il est mentionné que la caisse a été créée par un arrêté. Or, le préfet n'a pas la capacité et la qualité à créer une entreprise comme l'URSSAF, la CARSDEF et tout ce qui s'ensuit. Il y a aussi le fait que ces statuts-là sont illégaux. Les statuts des caisses eux-mêmes sont illégaux parce qu'ils sont régis par des lois. Donc déjà, il y a un minimum 5 plaintes. Donc 5 combats différents. 5 combats différents multipliés par 3, ça fait à peu près 15 actions à mener en même temps, juste pour une seule mise en dehors ou pour une contrainte. Oui. Donc c'est énormément de boulot pour toi, en fait. C'est énormément de boulot. Tout à fait. C'est énormément de boulot, mais en même temps, ça permettra de dire, non, nous ne sommes pas d'accord parce que au juge des TAS, nous ne sommes pas d'accord. Mais en même temps, il faut que les tribunaux de commerce et les tribunaux de grande instance puissent aussi nous dire leur point de vue, qui va permettre par la suite d'avoir un éclaircissement total et parfait pour pouvoir étayer notre plainte à la Commission européenne. Ouais. Justement, en 2018, il va y avoir quelque chose de nouveau que tu m'as dit. Justement, en rebondissant un petit peu sur ce que tu dis, il y a beaucoup de boulot. 2016-2017, tu as énormément voyagé en France. Ça commence à faire beaucoup. Le combat est énorme et forcément ne peut pas seulement reposer sur tes épaules. Tu as une équipe, mais ça commence à devenir très lourd. C'est pour ça que tu vas lancer quelque chose d'un peu nouveau, qui est du e-learning, tout simplement. En fait, tu vas donner aux adhérents la possibilité de s'informer, de s'éduquer pour se défendre tout seul. Exactement. Devant les tribunaux. Exactement. Étant donné que les caisses sont vicieuses, ainsi que certains juges, il y a des juges qui sont totalement honnêtes et impartials, et ça, on ne peut pas le nier. Il y a des juges qui sont clairs lorsque les caisses ne souhaitent pas donner des documents qui nous paraissent importants. Et ils sont très intransigeants. Et d'ailleurs, nous avons fait condamner l'URSSAF. Pour certains de nos adhérents, nous avons fait condamner l'URSSAF au motif qu'elle, non seulement qu'elle utilise des manières dilatoires, mais en même temps ne font pas réellement le travail qui a été demandé par le gouvernement, ne serait-ce que sur, comment dirais-je, les COG, les fameuses COG, il y a des conventions d'organisation de gestion, et que ces conventions, l'URSSAF viole certaines conventions. Bon. Et c'est pour ça que les tribunaux nous donnent des décisions et condamnent l'URSSAF, et je ne dirais pas à des lourdes peines, mais il se voit supprimer par exemple 3 à 4 trimestres de cotisation, ce qui est pour certaines personnes, ne serait-ce qu'en profession libérale, importante. Tout à fait. Donc oui, effectivement, nous allons vous donner la possibilité et les arguments pour vous former et pour ne pas être intimidé, car le gouvernement utilise l'ignorance, car comme vous le savez, l'ignorance suscite la peur.
Tout à fait. C'est un peu le problème. Et en même temps... Beaucoup de gens ont peur, beaucoup trop de gens ont peur. Par ignorance. Exactement. Par ignorance. Et en même temps, nous allons utiliser une méthode très simple qui va à l'encontre du gouvernement, c'est-à-dire que le gouvernement cherche à nous diviser, et bien nous cherchons à nous rassembler. Tout à fait. Et il faut l'union fait la force. Exactement, il faut fédérer à certains groupes, il faut fédérer pas n'importe comment, fédérer en gardant toujours l'identité de ce qui est du combat de Thalès, c'est-à-dire la liberté de la protection sociale et pas fuir dans d'autres pays. Hein. C'est pas du tout ça. Nous souhaitons le respect des directives européennes, toutes les directives européennes, mais aussi le respect de la liberté de choisir. Tout à fait, ouais. Ça, c'est clair, net et précis. Ceux qui souhaitent se rallier à nous ou on se rallie à d'autres, ça ne nous cause vraiment aucun problème. Le but, c'est qu'on a un but commun. Et qu'on fédère du monde. Donc voilà, les personnes qui souhaitent, intégrer le syndicat, ils sont bienvenus. Les groupes qui souhaitent, créer un partenariat, ils sont le bienvenu. Et ça nous permettra d'échange d'informations, de former aussi, parce que on peut aussi apprendre de certains groupes. Bien sûr. Il faut pas, il ne faut pas être orgueilleux, il ne faut pas être... Thalès est ouvert. Thalès ne cherche pas à brandir une couronne, quel que ce soit. Il y a un combat, c'est celui-là, point barre. On est ouvert un petit peu... On est ouvert aux autres et s'ils veulent nous écouter, ils sont bienvenus, il n'y a aucun problème pour ça. Et s'ils ne veulent pas nous écouter, c'est leur choix, on doit respecter leur choix. Et d'autres préfèrent transférer leur entreprise ailleurs. C'est aussi un choix, on doit respecter son choix, mais ce n'est pas le combat du syndicat Thalès. Notre combat, c'est la liberté de la protection sociale. En France et dans tous les pays, européens, ça c'est une évidence. Et quand je dis dans tous les pays européens, dans les prochaines vidéos, vous allez voir ce que Thalès a fait dans les autres pays européens. Ça, c'est aussi important de le souligner. Donc 2018, un nombre d'adhérents grandissant. Plus on est nombreux, plus on est fort. Plus on est nombreux, plus on est fort. Il y a aussi les élections, les élections des administrateurs des caisses qui sont, un peu tronquées. Hein. Tronquées même, je dirais. Hein. On prend l'exemple de la CIPA, par exemple. Hein. La CIPA, là, lors des élections de décembre, elle a eu la main dans le sac au motif qu'elle n'a pas rempli, ses administrateurs n'ont pas été en conformité avec ces élections. Et ça, il y a par exemple une association qui le fait très bien. Nous ne pouvons que les féliciter dans ce combat-là, car on ne peut pas, nous, être partout. On ne cherche pas à être partout, on cherche juste à respecter et à ne pas étouffer et à ne pas, démolir le savoir-faire français. D'accord ? Car tous nos entrepreneurs français sont, sont asphyxiés injustement de cotisations. Aujourd'hui, il est inconcevable qu'on puisse donner 35% de cotisation. Du chiffre d'affaires. C'est même pas du net d'exploitation, voilà. C'est ça qui est difficile. Chiffre d'affaires, 35%, 50% pour les RSI, pour leur SAF, 75% pour d'autres. C'est déjà c'est une atteinte. C'est une atteinte à la personne. C'est une à la liberté de travail. C'est à la liberté de travail. C'est pas constructif. C'est pas constructif au motif que les caisses sont déficitaires. C'est contre-productif. C'est volontaire. Et c'est aussi un trouble à l'ordre public. Dès lors où le gouvernement crée de la précarité, c'est un trouble à l'ordre public. Effectivement, tout à fait. On ne peut pas dire l'inverse. Voilà. Et les lois ne peuvent pas être à l'encontre de ça. Oui, bien sûr. Donc il y a des lois qui sont... Qui est pour la précarité? C'est une question qu'on peut se poser. Eh bien, il y a des lois qui sont pour la précarité. Ne serait-ce que lorsqu'on regarde les débats parlementaires ou les débats de l'Assemblée nationale, il était évident
que le budget, par exemple, que l'SSF, le budget de la sécurité sociale 2018, bien qu'il y ait eu un petit peu de transformation à cause de la suppression de cette entreprise privée, eux-mêmes, et c'est pas moi, hein, c'est les députés qui le disent, hein, ça n'a rien changé. Les députés disent clairement qu'on supprime ou qu'on supprime pas le récit, ça revient au même. On demande le N-2, le N-1 de cotisation. Donc, quel est le changement? C'est en face de nous, on a encore un gouvernement de guignols, de bons à rien, qui est payé par le contribuable. Je dis, et je pèse mes mots, c'est vraiment du bon à rien. Comme d'habitude, déshabiller Pierre pour habiller Paul. Exactement. Ils n'ont rien fait d'autre. Donc moi j'estime que s'ils ne sont pas capables de gouverner et s'ils ne sont pas capables d'apporter, parce que c'est ce qui se passe, hein, d'apporter du renouveau, eh ben qu'ils laissent leur place, c'est tout. Ils ne le veulent pas parce que ce sont juste une bande d'orgueilleux qui cherchent à se montrer à la télé, hein, à faire le pitre à la télé, parce que c'est ça. Ils ne cherchent qu'à faire le pitre à la télé et ils ne cherchent que le pouvoir. Que le pouvoir. Et quand je parle de ça, je parle aussi d'autres syndicats, tout simplement. Et par la suite, vous allez constater que aussi les syndicats ont signé des conventions et des accords de branche qui vont dans les poches de ces entreprises privées, hein, de ces assurances et de ces mutuelles. Vous allez voir par la suite au regard des documents et dans les prochaines vidéos. Merci Hakim. On te souhaite le meilleur pour cette année. Merci. Et à bientôt pour de prochaines aventures. Surtout le e-learning pour les adhérents de Thales. Très important. Et puis, à bientôt pour de prochaines aventures. Eh ben, je vous dis à tous et à toutes, bonne année. Meilleurs vœux de santé et de sérénité pour cette année-là, qui va être très productif en action. Je l'espère. Ne lâchez rien. Tenez bon. On va vous donner une partie de notre connaissance, car c'est la connaissance qui va faire reculer la peur. Et la peur, elle a commencé à changer de camp. Et nous irons jusqu'au bout, car nous sommes strictement déterminés. Et extrêmement déterminés surtout. Extrêmement déterminés. Donc quoi qu'il arrive, dans tous les cas de figure, nous aurons nos réponses à la Commission européenne. Et c'est important qu'on nous laisse le champ libre, et c'est important qu'on aille jusqu'au bout. Donc à la Commission européenne, comme à la Commission européenne, comme au Tribunal européen des droits de l'Europe, et comme au tribunal, à la CJCE, donc Tribunal des droits de l'homme. Parce que le respect des droits de l'homme sont bafoués en France en ce qui concerne la liberté et en ce qui concerne la liberté de la protection des données et la liberté de la protection de notre sécurité sociale. Voilà, chers adhérents. Merci Hakim. Je vous dis à très bientôt et tous mes vœux de santé et de sérénité. À très bientôt. À très bientôt.